Merci à tous d'être ici. Donc, comme vous le voyez, on a eu des petits soucis techniques pour organiser ça, donc pour parler des options de conservation volontaire. Moi, je m'appelle Brice Caillé, puis je suis le directeur du réseau de milieux naturels protégés. On est un organisme qui regroupe environ 70 organismes de conservation à travers le Québec. Et parmi nos organismes, on a notamment Ambioterra, qui est ici représenté par Stéphane, qui fête ses 20 ans, si je dis pas de bêtises, Stéphane? Exactement, oui. Et qui est très actif en conservation au niveau de la Montérégie. Donc Stéphane va vous présenter finalement les différentes options, puis ses méthodes de travail avec Ambioterra là, pour vous illustrer un petit peu qu'est-ce que ça mange un organisme de conservation. Avec Stéphane, si tu veux préciser peut-être quelques éléments que j'ai oubliés, je t'invite à le Ben, faire. Tu peux je vais commencer. partager mon écran. Parfait. Est-ce que vous le voyez en ce moment? Oui. Oui. D'accord. Donc, Ambioterra, c'est un organisme qui existe depuis 20 ans, qui a été fondé par des étudiants en sciences environnement de l'UQAM. Euh, on travaille dans le sud du Québec, puis on a choisi de travailler ici parce que c'est là où il y a le plus de biomasse, il y a plus d'espèces. Euh, on a commencé ça en 2009, 2007-2009. Notre mission, c'est la conservation, la protection des milieux naturels et des espèces en péril. Au travers du travail qu'on fait avec les propriétaires de terrain, il faut comprendre que dans le sud de la Montérégie, en Montérégie-Ouest, euh, c'est 98 de terres privées. C'est donc des terres qui appartiennent à des personnes en particulier. On a décidé de focuser sur ça. On travaille avec les propriétaires de la région depuis plusieurs années. Puis, on essaie de protéger des milieux naturels, milieux humides, forêts et cours d'eau. C'est un peu ce qui nous distingue. On est un organisme qui fait beaucoup d'inventaires de poissons, de suivi des rivières du sud du Québec, la Châteauguay, la Trout, la rivière des Anglais, la rivière l'Acadie. C'est ça. Euh, Vous avez devant vous notre mission. Bref, portrait des aires protégées au Québec. Ça va être très rapide. Euh, Là, on a atteint le 16,75 du territoire québécois, soit 253 344 km², dont la majorité est située en haut du 45e parallèle, mais ça, c'est une autre discussion. Euh, Nous, notre intérêt en Bioterra, c'est de travailler dans le sud du Québec où il y a plus d'espèces et donc plus de choses à protéger. La cible pour 2030, ben, c'est 30 du territoire québécois. Euh, Quelle est la superficie des aires protégées en Montérégie? Alors, on est à 4,1 d'aires protégées. Vous avez les chiffres là, devant vous. Euh, Ici, dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui est une MRC un peu située au sud du Québec complètement, on voit que c'est très, très peu, là, c'est 3 principalement la réserve du pin rigide, la forêt muire et puis les T-Fields ici, puis la réserve écologique là, de Dundee. Pour nous, les aires protégées, c'est un peu la fin d'un processus, puis je m'explique, c'est-à-dire qu'on essaye, comme je vous ai expliqué, d'avoir une approche éco-citoyenne pour promouvoir la conservation et la protection des espèces en péril. On croit que le citoyen propriétaire est le meilleur agent de protection de la nature, étant donné que 98 des terres sont de tenure privée. Ainsi, notre pari de fournir le maximum d'informations propriétaires sur les éléments naturels qui se trouvent sur son terrain, les inventaires phoniques et floristiques, pour que celui-ci agisse pour protéger la nature en étant bien informé. Toute cette information se retrouve dans ce que nous, on appelle un cahier du propriétaire. Je vais vous le présenter brièvement, mais ça, c'est juste un exemple parce que naturellement, chaque terrain a ses caractéristiques, mais ça vous donne un exemple là, de la table des matières du cahier.
Dans chaque section, il y a des recommandations, soit pour protéger l'habitat d'une espèce, soit pour carrément protéger un écosystème. Quand on parle de la forêt, par exemple, les milieux forestiers, les recommandations qu'on fait, c'est pour, si on veut améliorer la forêt qui est présente sur le territoire. C'est fait aussi par notre ingénieur forestier. Un pari payant à moyen terme, c'est-à-dire que depuis qu'on fait ça, depuis 2009, on a remis 300 cahiers du propriétaire. On a signé 280 ententes de gré à gré, puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi une déclaration d'intention. Ainsi, nous avons plus de 4716 hectares sous protection par les propriétaires eux-mêmes. C'est ce qu'on aime à croire. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais en tout cas, on va voir plus loin qu'il y a d'autres options aussi en conservation volontaire qui sont peut-être un petit peu plus contraignantes et engageantes pour le propriétaire. Les aires protégées s'en viennent, c'est-à-dire que de toutes ces ententes non contraignantes naissent les relations avec les propriétaires et un désir d'aller plus loin dans la protection de la nature. Parfois, ça prend des années avant que le propriétaire se décide à créer une aire protégée sur son terrain. Nous sommes en attente de la création de 3 nouvelles réserves naturelles chez les propriétaires participants, dont on sera gestionnaire. Bon, vous savez qu'est-ce qui se passe avec la création des réserves naturelles, je n'ai pas besoin d'en dire plus long. Nous avons reçu un terrain en donation, un don écologique, qui est un terrain qui est situé sur le bord de la rivière des Anglais. Puis, on est à créer avec notre notaire 2 servitudes de conservation le long de la rivière Châteauguay chez des propriétaires participants. Donc, on voit qu'avec les années, ça prend plusieurs années, mais les propriétaires, finalement, à la fin de la journée, ils réfléchissent puis ils disent: ah oui, OK, ouais, on va faire ça, tu sais. Puis, en plus, tous ces cahiers-là, étant donné qu'on fait des inventaires phoniques et floristiques, nous ont permis de créer un système d'information géographique pour la région où on a des occurrences de plantes rares et de faune en danger. Pour les poissons, on a du dard de sable, du feuille roche gris, barba des rapides, anguille d'Amérique, l'emploi du Nord, ça c'est notre spécialité, on fait des inventaires de poissons. Les reptiles amphibiens, on a découvert une population de tortues mouchetées qu'on n'avait pas vu dans la région depuis les années 40. Il y a de la tortue des bois, il y a des salamandres, dont la salamandre sombre des montagnes sur le mont Caville. Il y a des plantes rares, il y a du ginseng, Saint-Poliol, malgré qu'il a été récolté à la fin des années 1800 partout dans la région, mais il en reste encore. Il y a des peuplements de chênes blancs qui ont presque disparu de la région. Il y a de l'ail des bois. Naturellement, on a trouvé aussi une colonie de chauves-souris de plus de 500 individus, qui est probablement une des plus importantes au Québec. On a trouvé aussi plusieurs oiseaux menacés quand on avait notre ornithologue Mathieu Landry, qui malheureusement nous a quittés, mais en tout cas, Mathieu était très bon, puis il nous a permis de faire plusieurs inventaires. Les arbres, c'est la même chose. On a peu de peuplements forestiers anciens, mais on en a trouvé quelques-uns. Puis beaucoup de données sur des espèces qui ne sont pas nécessairement menacées, là. Donc, c'est un peu le résultat là, de notre travail là, en résumé depuis 2009. Puis, je vous dirais que ce que ça fait, c'est que ça crée un momentum, c'est qu'on a de plus en plus de crédibilité dans la région, puis les citoyens viennent nous voir. Puis, donc, ça crée une dynamique positive. Puis, pour notre 20e anniversaire, on a l'intention justement d'inviter tous les propriétaires qui ont participé à nos projets depuis le début, puis faire une espèce de fête pour créer un momentum justement dans la région pour la conservation. La conservation en terre publique, on va en parler juste un petit peu. Il y a la réserve écologique, le parc national, il y a les réserves de biodiversité, réserves aquatiques, habitat faunique. Puis toutes ces appellations-là ont des différents objectifs et différentes façons d'être gérées, si on veut. La réserve écologique du Pin Rigide, qui est située dans notre région ici, je crois, à Franklin. Le Pin Rigide, c'est une espèce menacée au Québec. Il y en a probablement juste ici.
La façon dont c'est géré par le gouvernement du Québec, bon, c'est questionnable parce qu'on voit une photo ici là, des pins rigides, justement. Et puis, il y a aucune. Il y a aussi des mousses et des lichens. On soupçonne, moi et l'ingénieur forestier, qu'il y a des mousses et des lichens rares là, sur le rocher. On n'en a pas encore trouvé, mais ce qui se passe, c'est que les quatre roues se promènent dans la réserve écologique à qui mieux mieux. Tout le monde se promène là-dedans. Fait que donc, c'est pas du tout protégé. Fait que ça soulève la question là, du travail du gouvernement du Québec au niveau des aires protégées. La conservation en terre privée, mais là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Stéphane, Euh, oui, je t'interromprai 30 secondes. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas animé de webinaire, fait que j'ai manqué à ma tâche, mais en bas de votre fenêtre, vous devez avoir une petite boîte là où il y a plusieurs options là, et il y a notamment une petite boîte qui s'appelle Q&A qui vous permet de poser des questions. Fait que si jamais vous avez des questions pour Stéphane, n'hésitez pas à l'écrire là-dessus, puis moi je pourrais les retranscrire directement à Stéphane quand il aura terminé sa présentation. oui, puis Peut-être que aussi, Stéphane je vous envoie. invite à la fin de la présentation, là, il y a une période de questions. Là, je vous invite à poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est ça, mais il faut les écrire dans cette boîte-là pour qu'on puisse y avoir accès, fait que c'était pour la signaler aux gens s'ils ne le savaient pas. Je te rends le micro. D'accord, merci beaucoup. Plaisir. Donc, la conservation volontaire ou plus précisément l'intendance privée euh, se caractérise par l'engagement volontaire d'une personne, un propriétaire foncier, avec ou sans l'aide d'un organisme de conservation, à conserver une forêt, un marais, une tourbière, un plan d'eau, des espèces animales ou végétales vulnérables ou toute autre caractéristique patrimoniale se trouvant sur sa propriété et dont la conservation présente un intérêt pour la collectivité. Donc, ça c'est la définition officielle. Donc, je l'ai dit tantôt, là, j'ai baissé à 95 mais c'est 98 euh, C'est ça. La raison pour laquelle on s'est installé dans le sud du Québec, c'est parce qu'il y a plus d'espèces animales, il y a plus d'espèces végétales, et donc ça devient important de travailler dans le sud du Québec. Aussi, ben, la biodiversité puis les écosystèmes nous fournissent des services écologiques. Ici, là, je pourrais vous montrer des cartes là, où les rivières qui coulent des montagnes Adirondack arrivent ici au Québec. Elles sont très, très propres. Il y a de la truite mouchetée dedans. Puis, quand elle arrive dans la plaine agricole, c'est terminé. Donc, c'est ça. On le voit que la forêt joue un rôle de filtre pour l'eau. Là, c'est très évident là, sur les cartes. Puis pour nous assurer que votre œuvre de conservation se poursuive, c'est ça un peu l'idée qu'on essaye de vendre aux propriétaires, c'est-à-dire qu'on essaye de vendre aux propriétaires l'idée que lui, quand il va disparaître, la terre elle va continuer d'être protégée. Euh, Là, on a fait un petit tableau qui se retrouve dans nos feuillets d'information sur les différentes options. C'est un tableau synthèse. Vous avez en tout premier lieu la déclaration d'intention. Puis après ça, vous avez tout en bas la réserve naturelle. La différence, c'est que vous voyez que la déclaration d'intention, ce n'est pas une entente légale. C'est que le propriétaire ne pourrait pas être poursuivi s'il n'a pas mis les recommandations qu'on avait mis dans son cahier en application, là. Donc, ce n'est pas une entente légale. On va les passer, excusez-moi, on va les passer une par une, comme ça vous allez pouvoir voir plus dans le détail qu'est-ce que ça veut dire. On va commencer par la réserve naturelle. Donc, c'est fait en vertu de la loi sur le patrimoine naturel du Québec. Donc, c'est une entente entre le propriétaire et le gouvernement du Québec pour créer une aire protégée. C'est sûr que la propriété doit avoir des caractéristiques naturelles d'intérêt. Puis, les objectifs de conservation doivent être définis, surtout s'il y a une espèce qui est présente sur le terrain. Le type d'usage est déterminé, protection intégrale, accès au public, pratique forestière limitée. Puis, l'entente de reconnaissance de la réserve naturelle doit être minimum de 25 ans ou à perpétuité. Puis ça, une fois que la réserve naturelle est créée sur un terrain X,
eh bien, ça devient, ça fait partie de l'acte notarié. Et donc, même si la personne décède, quand la propriété va être vendue, par exemple, la réserve naturelle ne pourra pas être détruite. Donc, c'est ça qui est intéressant pour certains propriétaires avec qui nous autres, on a travaillé et qu'on a accompagné pour créer des réserves naturelles. On attend encore une réponse, malheureusement, du ministère de l'Environnement qui se traîne les pieds un peu. Le propriétaire demeure propriétaire de la propriété. Donc, ça, c'est très, très important pour beaucoup de propriétaires. Le propriétaire fixe lui-même les conditions de conservation à l'intérieur d'une entente prise avec le ministère. Comme là, par exemple, j'ai un exemple, Madame Rouleau, c'est une madame qui chasse. Puis, sur son terrain, elle a toujours chassé. Fait que dans sa réserve naturelle, c'est écrit qu'elle va pouvoir chasser. On parle de petits gibiers, là, du lièvre, de la perdrix. Donc, ça va être écrit dans son entente avec le ministère qu'elle a le droit de chasser puis de prélever du gibier en autant qu'elle respecte les lois là, au niveau du prélèvement de la faune. Puis donc, c'est un statut légal, c'est presque indestructible. Je vais y revenir tantôt. Il y a d'autres options aussi qui sont assez solides. Euh, Puis l'avantage aussi pour le propriétaire, c'est il peut ne plus payer de taxes foncières sur le terrain de la réserve. Donc, plus de taxes municipales sur le terrain en question parce que c'est une réserve naturelle. Donc, ça, c'est des avantages qui sont intéressants pour les propriétaires. Le don ou vente de propriété. Le don écologique est encadré par Environnement Canada, puis Revenu Canada, si je ne me trompe pas. Mais c'est possible, comme nous, on a reçu un don écologique, c'est-à-dire quelqu'un nous a donné un terrain qui est un terrain intéressant là, sur le bord de la rivière des Anglais à Saint-Chrysostome, qui a 1,7 hectares. C'est un milieu intéressant parce que c'est un milieu entre la rivière et puis le reste, la forêt. Donc, c'est un milieu mitoyen. Donc, nous, on est un organisme qui a un statut charitable. On a donc été en mesure d'émettre un reçu à ce propriétaire-là pour la valeur du terrain. Il faut que le terrain soit évalué par un évaluateur agréé. Puis à ce moment-là, on émet un reçu de charité pour la valeur du terrain. Ce reçu-là peut être aussi étalé sur 5 ans, c'est-à-dire que si, mettons, le terrain vaut 100 000 bien, on fait un reçu de 20 000 chaque année pendant 5 ans que la personne peut déduire de ses revenus. Donc, ça peut être intéressant pour certains propriétaires. Ou la vente de la propriété, comme là, on a probablement, on va acheter avec Conservation de la nature du Canada, on va acheter un terrain sur lequel on a trouvé de la tortue mouchetée. On va l'acheter à rabais. Le propriétaire est prêt à nous le vendre pas trop cher. Puis à ce moment-là, ça va être probablement Conservation qui va l'acheter puis nous le refiler par après pour la gestion, parce que nous, on n'a pas les fonds là, pour acheter ça. Mais c'est possible aussi une vente à rabais ou juste une vente au prix du marché pour tourner ça en réserve naturelle ou en aire protégée plutôt. Bon, c'est des ententes selon le Code civil, c'est des actes notariés, etc., etc. Là, je n'irai pas là-dedans dans ce détail-là. Le propriétaire peut faire désigner un habitat floristique particulier par le ministère de l'Environnement. C'est une autre façon de faire. Par exemple, je connais un propriétaire qui a de l'ail des bois, mais genre des milliers de plants dans son érablière. Ce propriétaire-là pourrait peut-être approcher le ministère, puis on pourrait l'accompagner pour faire nommer cet habitat-là comme un habitat d'une espèce végétale menacée ou vulnérable. Mais ça, c'est une démarche que je connais moins, fait que je ne sais pas si s'il y en a d'entre vous qui connaissent plus, là, on ne l'a jamais pratiqué, celle-là. On va passer vite, celle-là. Celle-là est plus intéressante, puis nous, on regarde ça de très, très près.
la fiducie d'utilité sociale en environnement. Actuellement, il y a beaucoup de producteurs agricoles en biologique qui font des fiducies d'utilité sociale agricole. Donc, ça finit par, c'est la FUSA. Tandis que nous, c'est la fusée, c'est encore mieux. Mais c'est ça, la fusée, ça permet de créer, dans le fond, si je veux résumer, mettons comme nous, on est propriétaire d'un terrain en Bioterra, là, que je vous ai dit, qui nous a été donné. On pourrait, tous les propriétaires de terrain en conservation de la région pourraient tous mettre leur terrain ensemble dans la fiducie. Et la fiducie deviendrait le gestionnaire de tous ces terrains en conservation-là. Et les bénéficiaires seraient la population. Naturellement, là-dedans, dans cette mécanique-là, il y a des fiduciaires. Ça serait des représentants, par exemple, des propriétaires qui avaient des terrains en conservation, des organismes de conservation, etc., etc. Et puis, c'est eux qui gèrent la fiducie. Fait que là, quand il y a des choses à faire sur certains terrains, eh bien, à ce moment-là, c'est la fiducie qui s'en occupe. Parce que nous, en Bioterra, notre intérêt, c'est pas d'être propriétaire de terrain, mais c'est bien de conserver les terrains. Puis, on voudrait redonner ça aux citoyens de la région. Fait que donc, la fiducie, pour nous, pourrait être vraiment intéressante là, dans quelques années. On a commencé à travailler là-dessus, mais on veut développer ça. Donc, c'est ça ici, là, c'est la mécanique. Là, je ne passerai pas là-dedans trop longtemps parce que c'est quand même, c'est pas complexe, mais c'est quand même. De toute façon, je pense que Brice, tu pourras partager la présentation par la suite. Là, Donc, c'est ça. La fiducie, ce qui est bien, c'est que la mission est indestructible. Si la mission de la fiducie, c'est de protéger, conserver les milieux naturels et les espèces en péril, personne ne va pouvoir défaire ça. Les terrains vont toujours rester protégés pour toujours. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, la fiducie, c'est à perpétuité. Tant que la fiducie existe, il n'est pas possible de changer sa mission, ou pratiquement impossible. Donc, je termine avec ça. Ça a été un petit peu vite. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires, j'espère. Fait que je vais arrêter ça. Parfait, bah, merci beaucoup Stéphane. Effectivement, ça a été très rapide là, parce qu'on pourrait en parler des heures de toutes les options de conservation, tellement ça peut être un peu compliqué à interpréter, mais c'était un bref survol. Puis bah, je suis certain qu'on aura peut-être des questions après. Je vois Martine sans façon qui lève la main. Je vais essayer de vous autoriser à parler pour la poser à l'oral, ce sera toujours plus intéressant. On va voir si ça fonctionne. Donc là, vous pouvez parler, Martine. Est-ce que Oui, ça c'est ça. marche? Alors, merci pour la présentation. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, je me demandais, est-ce qu'on pourrait avoir accès à ce cahier du propriétaire? Oui, si je me rappelle bien, il y en a un exemplaire, un cahier modèle sur notre site Internet, mais là, c'est parce qu'on a quelqu'un qui est en train de jouer dans notre site pas mal. Là. Fait que je ne sais pas s'il est encore là, mais il me semble que oui, qu'il est encore là, cahier modèle là, dans publication. C'est ça. Vous allez Puis, voir un peu. Oui, vous en servir, il n'y a pas de problème. Puis on pourra aussi vous filer des petits trucs là. Pour faire les inventaires, là, s'il y avait des choses que vous voulez faire. Là. dans le fond, est-ce que vous allez le mettre dans le chat? Non, mais il est sur notre site Internet. Ah, OK. C'est ça. Moi, Mhm. j'aimerais savoir, c'est parce que pour une réserve, je vais vous expliquer un peu la situation. C'est que dans le fond, c'est un boisé qu'on veut conserver, c'est une forêt. Puis il n'y a pas d'espèces particulières là, rares sur cette forêt, dans cette forêt-là. Il y a quelques milieux humides. Mais voyez-vous, je demandais la réserve naturelle où le propriétaire va garder ses droits de propriété puis qui peut avoir une exemption de taxes. Pour une réserve naturelle, ça prend-tu des espèces rares sur ce terrain-là? Non, pas nécessairement, non. Ça peut être tout simplement, tu sais, comme je vous donne l'exemple de Monsieur Deschamps, lui,
dans son coin, c'était dans Vaudreuil-Soulanges, il n'y avait pas beaucoup de forêt, fait qu'il y avait lui un petit boisé de 10 hectares. Fait que c'était suffisant pour pouvoir créer une réserve naturelle. Parce que même si dans son boisé, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est pas grave, tu sais, dans le coin, il n'y avait plus de boisé, fait que donc ça faisait du sens. OK. Puis dans le fond, comment on fait pour créer ça, une réserve naturelle? C'est essentiellement un formulaire qu'il faut remplir. Puis après ça, envoyer ça, mais il faut documenter. Nous, l'avantage qu'on a un peu, c'est que quand on fait un cahier du propriétaire, on a déjà documenté qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Fait que, donc, quand on fait une demande de réserve naturelle, on a juste à joindre le cahier à la demande. Puis pour prouver que c'est un milieu naturel intéressant, puis à ce moment-là, ça passe mieux. Mais vous auriez probablement à faire des inventaires, puis peut-être identifier, par exemple, si vous avez un boisé, les peuplements forestiers, puis tout ça. Même si c'est pas riche, c'est pas grave. C'est important de Ben, bien identifier. si je peux me permettre de compléter ta réponse, Stéphane, ça dépend beaucoup. Il y a vraiment une grille de lecture au MELCC, au MELCC-FP, pardon, ça a changé de nom, pour identifier si oui ou non c'est éligible comme réserve naturelle, fait que ça va dépendre de plein de critères. C'est sûr que s'il y a une espèce menacée ou vulnérable, bah, vous cochez tout de suite la case de c'est important de le préserver. Sinon, si c'est dans un secteur, par exemple, comme Stéphane disait, là où il n'y a plus beaucoup de milieux naturels, là, si vous êtes dans les basses terres du Saint-Laurent ou dans des secteurs comme ça, bah, le moindre milieu naturel est important à conserver. Même s'il n'est pas très riche, il pourra toujours s'enrichir si on le préserve en recréant de la connectivité, donc ça va se qualifier. Sinon, il faut que ça fasse partie d'un secteur prioritaire euh, pour X ou Y raison. Donc, ça peut être pour la connectivité, pour la protection. On peut faire valoir, par exemple, s'il y a des milieux humides, leur intérêt pour le traitement de l'eau ou la prévention des inondations. Fait qu'il y a toujours moyen de trouver une raison de justifier la reconnaissance, en fait, de la réserve naturelle. Puis est-ce qu'en Biotora, est-ce que vous offrez un accompagnement pour ça? Ben, nous, ça dépend où vous êtes localisé parce que Moi, je suis à quand même, Québec. Ben, vous êtes à Québec, non? Martine, on reparlera. Moi, ma présentation, dans le fond, elle va devenir un peu plus large. Fait que vous allez voir, vous trouverez. Puis je pense que je parle de l'organisme à Québec. Fait OK, je vous remercie. on reprendra votre question à la deuxième partie si elle existe encore. Merci. Plaisir. Le deuxième qui avait levé la main, je pense que c'était Eric. Là, désolé si je le fais pas dans l'ordre, je le prends dans l'ordre où ça vient. Oui, Excusez-moi, je pense que je vous ai mute par oui, erreur. c'est bon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, désolé, c'était de ma faute. C'est correct. Oui, bonsoir. Éric Gouaré-Gagné. Je travaille pour le Zoo Écomuséum, la Société du Somme naturel de la Vallée du Saint-Laurent. On a commencé à faire de la conservation volontaire de l'intendance depuis quelques années dans notre secteur. On est rendu, c'est pas des très grands nombres, on est rendu à 36 cahiers du propriétaire remis, 25 déclarations d'intention signées. Le problème, c'est qu'on a zéro volonté de passer à une étape suivante. Puis même, je dirais, parmi les déclarations qui ont été signées, il y en a plusieurs, ça fait quand même quelques années de ça, puis on voit que clairement, l'intention était peut-être là au moment de la signer, mais il n'y a pas d'actions concrètes qui sont entreprises. Donc, je me demandais, c'est quoi les trucs dans Bioterra après autant d'années d'expérience pour faciliter la chose puis permettre, inciter les propriétaires à passer à l'étape suivante puis peut-être aller plus vers des ententes de conservation légales. Ben, le truc, c'est qu'on est fatigant. OK. Quand on a trouvé des endroits ou des propriétaires qui nous semblent intéressants, on les met sur une liste particulière. Et puis à ce moment-là, on va faire des suivis plus fréquents avec eux. C'est comme ça, par exemple, que monsieur qui va nous donner le terrain ou nous le vendre à rabais, probablement, où il y a la tortue mouchetée, tu sais. Mais ça a pris des années. Lui, ce monsieur-là, ça fait 4 ans que Ça fait 4 ans qu'on lui a remis son cahier, qu'on a signé sa déclaration d'intention. Puis je l'appelle 2 fois par année pour jaser avec. Tu sais. OK. Puis là, je vois, je tente le terrain. Mais tu sais, les choses évoluent. Tu sais, comme là,
Lui, ce qu'il m'avait dit au début, c'est mon fils, il n'est pas sûr s'il veut se départir de ça, ta. Finalement, son fils, il a décidé de s'en départir, qu'il ne veut pas hériter de ça, ce terrain-là. Fait que là, ce monsieur-là, il m'a dit, ben, OK, ben là, je serais peut-être prêt à vendre ou à vous le donner, ou en tout cas. Donc, c'est ça, tu sais. Mais, fait que si tu vérifies pas que la situation change, à ce moment-là, tu ne pourras pas savoir ces affaires-là. Fait que c'est pour ça que nous autres, on fait une liste prioritaire, mettons, qui nous apparaît comme prioritaire au niveau de la biodiversité, là, pas au niveau des propriétaires, mais Mhm. par la suite, ben, ces propriétaires-là, ben, on fait un suivi plus serré avec eux, là, qu'on le fait normalement. Est-ce que ça arrive parfois qu'il y en a qui deviennent aliénés? Parce que la population avec laquelle je travaille sont des fois limite paranoïaques. Ils pensent que je veux travailler de concert avec le gouvernement pour leur voler leur terrain, puis leurs droits privés. Ouais. Pas tous, évidemment, là, mais ça arrive. Fait que j'en ai un justement cette année. Euh, on l'avait appelé, on avait eu un premier contact avec lui il y a 2 ans, une belle ouverture, mais il n'était pas prêt pour une visite. L'année passée, je l'ai rappelé, il a dit ah, rappelle-moi l'année prochaine. Là, je l'appelle, puis il m'a raccroché la ligne au nez. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, comment je te dirais ça? Sur 10 essais, il y en a un qui fonctionne. Mhm. OK. Faut être patient, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait ça. Nous autres, on a commencé en 2009. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, là, ça commence. C'est pour ça que je disais dans ma présentation, ça commence à Mhm. payer. OK. C'est C'est ça. juste essayer, essayer, essayer. C'est ça. Puis si je peux compléter avec des expériences d'autres organismes ailleurs au Québec, là, avec qui on discute beaucoup, souvent, tu sais, ça va prendre des années. Tu sais, c'est un projet, il faut que ce soit le projet du propriétaire et que tu Mhm. l'accompagnes dans ce projet-là. Là, ça va être très, très dur de le persuader de faire quelque chose parce qu'il va te voir comme quelqu'un qui veut le forcer ou le forcer à faire quelque chose. Fait que c'est vraiment plus de l'accompagner dans la démarche. Puis souvent, ce qui marche, là, tu parles de le cas où ça a marché, c'est les enfants. Bah, parce que les personnes qui faisaient ça depuis 40 ans chez Corridor Appalachiens m'ont expliqué, là, c'est qu'il a vraiment adapté sa méthode au fur et à mesure. Puis, il va beaucoup approcher la famille au complet. Essayer de rencontrer les enfants pour que ça soit une décision familiale, souvent parce que c'est des propriétaires qui commencent à être assez âgés, puis il y a la question de l'héritage qui se pose. Mhm. Fait qu'il y a beaucoup d'aller voir les enfants, puis de montrer les petits-enfants aussi, tu sais, comme pourquoi c'est important pour les petits-enfants que tu as été, genre là, tu as une photo de salamandre, bah, puis il y a des salamandres, que c'est une espèce menacée, fait que tu sais, ça permettrait à leurs enfants de pouvoir continuer à avoir des salamandres parce qu'ils en ont sur leur terrain, fait que c'est vraiment d'avoir une approche assez personnelle à ce niveau-là, puis d'adapter ce qui faisait beaucoup aussi, c'est qu'il me disait qu'il faisait une espèce de persona. Fait qu'un persona, c'est comme une espèce de fiche type Mhm. des gens qu'il rencontre. Puis comme ça, il va pouvoir adapter puis étoffer ses stratégies en fait au fur et à mesure des rencontres. Puis ok, lui, il me raccroche au nez quand je l'approche comme ça. C'est quoi son type de caractère, c'est quoi son type de... Et vraiment développer des stratégies d'approche sur du long terme, puis de pouvoir, tu sais, relancer les gens, relancer les gens. OK. Mais tu sais, il y a des propriétaires, juste pour terminer, Brice, si tu me permets, il y a Bien des sûr. propriétaires à qui on a fait un cahier. Euh, Là, je pense à un en particulier. Il y a très, très longtemps, il a fait un cahier, il était très content, puis on a trouvé du ginseng chez lui. Ginseng 5 folioles. Puis là, il ne veut plus qu'on retourne. Oui. On lui Ouais. a dit on lui a dit où il était, le ginseng, puis tout ça. Il ne veut plus qu'on retourne. Mais moi, j'y retourne chaque année pour surveiller la population de ginseng sans lui dire. Mais c'est ça, tu sais, fait que des fois, ça ne marche pas, là, tu sais. Des fois, ça ne fonctionne tout simplement pas. La personne est vraiment rébarbative. Puis tu penses qu'au début, elle va aimer ça, mais finalement, il y a une réaction des fois qui n'est pas compréhensible, là, mais c'est comme ça. Bon. OK. Ben, merci beaucoup à vous deux. Plaisir. Puis Stéphane, ça a l'air que finalement, en fait, le cahier de propriétaire, il est plus sur votre site. Parce qu'il y a deux personnes qui nous ont dit qu'ils ont été vérifiés sur ton site puis qu'ils n'ont pas trouvé le cahier du propriétaire et qu'ils demandent un lien. Ouais, ben je vais voir ça avec Danny Lynn, notre personne responsable du site, là, pour qu'elle remette en ligne là, la nouvelle version. Fait que ça devrait se faire dans les prochains jours. Je suis désolé.
Fait que c'est ça, ça s'en viendra. Sinon, mettez vos commentaires comme question, votre courriel, puis on pourra essayer de faire un suivi aussi pour vous envoyer un cahier de propriétaire modèle après la rencontre. Puis je pense qu'il y avait Dance, peut-être Denis ou Denise, je sais pas, Rousseau, qui avait la main. Fait que vous pouvez poser votre question normalement maintenant. Vous m'entendez? Oui? Oui. Bon, ben moi, je suis un de ceux qui a un cahier de propriétaire justement dans Bioterra. Euh, J'avais une question parce qu'il me semble, je ne l'ai pas devant moi, là, mais que dans le cahier de propriétaire, il y avait aussi des options parmi lesquelles on pouvait déléguer la gestion des actions qui avaient été identifiées ou notre propriété à soit des groupes de conservation ou autres. Est-ce que c'est ce que tu décris dans la fiducie ou c'est autre chose de lequel que Euh, tu n'as pas parlé? Ouais, ben en fait, c'est sûr que les recommandations qu'il y a dans ton cahier, c'est des recommandations, hein. Le mot le dit bien, c'est-à-dire que nous, on va pas aller taper sur les doigts de personne si le propriétaire ne suit pas les recommandations. Puis il y en a là-dedans qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, comme par exemple les recommandations que notre ingénieur forestier fait pour les boisés. Des fois, là, ça veut dire du travail dans la forêt, puis ça veut dire que c'est pas nécessairement facile à faire, là. Fait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne le font pas. Mais Ben, c'est c'est pas. exactement ça le but de ma question, parce qu'un une des recommandations, là, parce que j'ai une population de noyers cendrés qui était jugée assez surprenante en termes de qualité, de quantité. Et il y avait une recommandation de nettoyer les quelques arbres qui seraient atteints de la maladie et pour favoriser ceux qui semblent euh, résistants. Mais comme tu dis, c'est beaucoup de travail, puis on n'est pas nécessairement toujours équipé pour aller chercher du bois, en tout cas d'aller couper du bois, le sortir de là en plein milieu de la forêt, là. Fait que c'est dans ce sens-là que je posais la question, s'il y a des façons là, Ben, en de fait, gérer ces trucs-là. nous ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un peu la recette, puis c'est à vous autres à la faire, la recette, dans le sens que on peut pas non plus. Tu sais, l'ingénieur forestier, pour faire une vraie prescription forestière, il faudrait que tu le mandates, il faudrait que tu le payes. Puis là, ben, ça serait paramétré, là, qu'est-ce qu'il te ferait comme recommandation, puis tout ça. Les recommandations qu'il fait dans le cahier, c'est sur une base volontaire. Tu sais, David, ça fait plusieurs années là, qui se promène dans la forêt de la région, fait qu'il il sait de quoi il parle, mais tu sais, ça va pas plus loin que ça. Si les propriétaires veulent le faire, ben à ce moment-là, ils peuvent même engager David pour faire une vraie prescription forestière dans leur boisé, c'est-à-dire il va identifier les arbres qu'il faut abattre, puis ceux qu'il faut conserver, puis tout ça. Fait que donc, ça, il faut payer David pour faire ça, parce que ça devient dans son domaine professionnel, là. Nous, quand il travaille pour nous, il essaie d'implanter une vision de la forêt qui est un peu passéiste, là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un document produit il y a plusieurs années, en 2010, sur l'état de la forêt avant la colonie, là. Je ne vous expliquerai pas comment ils ont fait ça, là, les scientifiques, mais c'est les scientifiques de l'IRBV, Jardin botanique. Puis, ils ont fait un espèce de portrait de la forêt qu'il y avait sur le territoire ici, dans le sud de la Montérégie. Puis nous autres, on se base là-dessus avec David pour faire des recommandations pour essayer de ramener la forêt un peu comme elle était avant. Fait que c'est pour ça que les recommandations que David fait, c'est pas nécessairement des recommandations pour rendre ta forêt plus productive, ce qu'il ferait s'il ferait comme ingénieur forestier. Je sais pas si tu me suis. Oui, je te suis là, mais c'est parce que c'est ça. Le but de ma question, c'était surtout de voir si on est capable d'avoir je dirais, un certain support, soit pour ce type d'action-là, parce que ça coûte cher, puis c'est beaucoup de travail, là. Ouais. Euh, Ben, il y a moyen pour, si tu veux jouer dans ta forêt, il faudrait que tu deviennes producteur forestier, parce qu'à ce moment-là, tu pourrais bénéficier de subventions pour ben, faire du travail en forêt. ouais, je le suis,
Mais je vais y en parler. Je suppose de le voir la semaine prochaine, fait que je vais y en parler. OK. On va t'envoyer notre ornithologue aussi, notre nouvel ornithologue avec David la semaine prochaine. Ah, ben, ça serait super, ça. Est-ce que Ben, ça répond à la question? Sinon, oui, c'est bon, merci. l'autre option aussi, ce serait que ça devienne un terrain admissible au registre des aires protégées, tu sais, en allant justement plus loin que la déclaration d'intention, mais en mettant par exemple une servitude de conservation dessus. Mais ça le rendrait le terrain admissible à des subventions pour l'intendance des propriétés protégées qui permettraient de faire de financer une partie de ce type de travaux aussi, fait que ça pourrait être une autre option à explorer. C'est sûr que ça vient avec des contraintes. Faut conserver, il va falloir justifier vraiment que c'est des arbres qui sont malades, puis qu'il y a une stratégie pour sauver les autres. Mais ça pourrait être une option intéressante aussi d'aller vers un statut de conservation pour ça. Je vois qu'il y a des questions, mais les questions, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de questions, Stéphane, pour votre cahier du propriétaire. Ouais, mais comme je disais, je vais m'arranger avec Daniline là, pour qu'elle le mette en ligne Parfait. peut-être demain ou jeudi. Parfait. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, je vais recommencer, je vais reprendre la main pour la présentation. Fait que ça va compléter un peu ce qui a été dit. Ça devrait aller quand même assez vite. Fait que c'est sûr que ça sera terminé à 8 heures, mais moi, je pourrais rester un peu plus longtemps si vous avez d'autres questions. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, Oui. Merci Stéphane. Parfait. Fait que, ça, nous, on est le réseau de milieux naturels protégés. Fait que, comme je vous le disais, on a 30 ans, donc c'est qu'on a été créé en 93, puis on a été fondé par 7 groupes qui œuvraient en conservation volontaire et qui désiraient en fait doter le Québec d'un organisme qui aurait une voix pour porter justement la question de la conservation en terre privée. Et un des sujets pour lesquels on a été créé en 93, c'était la question justement de la taxation des milieux naturels protégés. Stéphane l'a évoqué rapidement tantôt là, que les réserves naturelles, les propriétaires de réserves naturelles sont exemptés de taxes, mais pas les organismes de conservation. Fait que c'est un enjeu important et ça a opposé beaucoup les municipalités aux organismes de conservation. On a une solution temporaire en ce moment et on espère pouvoir la pérenniser, mais ça bloque un peu du côté de différents paliers de gouvernement. Là, le ministère de l'Environnement, désormais, il pousse avec nous pour l'obtenir, mais c'est d'autre côté que ça bloque encore un peu. Donc, notre mission, c'est de faire connaître les outils de conservation. Fait que c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis c'est ce qu'a fait Stéphane avant moi, fait que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais c'est aussi de sensibiliser les organismes et les citoyens à comment conserver et puis avoir une bonne gestion des milieux naturels à travers différentes activités. Puis, un gros mandat qu'on a, c'est d'acquérir et de diffuser les connaissances sur la conservation pour orienter les actions de conservation, puis développer des outils qui vont permettre de mieux protéger le territoire et les milieux naturels dans le sud du Québec. On est toujours en terre privée. Puis ça va être aussi de développer les compétences de toute personne qui désire contribuer à la conservation ou leur proposer des solutions pour protéger leur territoire. Fait que pourquoi la conservation volontaire, c'est important? C'est que la conservation volontaire, elle se passe seulement en terre privée. Stéphane l'a évoqué aussi tantôt, là, 8% des terres privées seulement au Québec. On a seulement 8% de terres privées au Québec et elles sont toutes sous le 49e parallèle parce que l'occupation du territoire, elle s'est faite historiquement par les Européens le long du Saint-Laurent, fait qu'on a vraiment colonisé et conquis les terres finalement qui étaient le long du Saint-Laurent. Fait que si vous regardez la petite encart à bas à droite, là, en vert, vous voyez toutes les terres privées du Québec. Donc c'est vraiment la rive sud du Saint-Laurent, un peu la rive nord. Par exemple, pour les Laurentides, on parle de 30%. Et vraiment le long de la côte, un peu en Gaspésie. Fait que toutes les terres privées sont là. Puis si vous comparez ça avec les mailles à côté, où on a recensé les espèces menacées vulnérables à travers des mailles sur le territoire, et on voit que c'est assez, ça se chevauche parfaitement. En fait, là, toutes les espèces menacées, là où on a le plus d'espèces menacées vulnérables, c'est en terre privée. Donc, c'est vraiment important de conserver ce territoire-là. Puis pourquoi? C'est logique, là, la richesse de l'habitat de la biodiversité, et la biodiversité, c'est sur les terres privées qu'elle est la plus grande, parce que les terres privées, au Canada puis au Québec, elles sont au sud. Puis la végétation, elle est plus riche quand on va vers l'équateur que quand on va vers le pôle Nord. Là, on a beaucoup plus
de, de diversité puis de richesse en matière d'écosystème. Puis nous, les humains, on préfère les conditions plus clémentes, fait qu'on est comme elles, on se tasse à la frontière. Et si vous allez du côté des États-Unis, à la frontière, il n'y a plus grand-chose. Il faut aller vers le sud pour retrouver des grosses concentrations. Fait que nous, on est tous amassés à cette frontière-là, puis on crée vraiment une barrière anthropique assez importante pour les espèces, comme sur le territoire d'Angleterre en Montérégie. Et donc, c'est là où on retrouve les plus fortes pressions sur les espèces menacées et vulnérables. Donc, il faut vraiment retenir, en fait, s'il y a une chose à retenir là, c'est que les terres privées au Québec, c'est seulement 8% du territoire. Là, c'est moins de 10% du territoire, mais c'est plus de 50% des espèces menacées et vulnérables qu'on y trouve parce que c'est là où la concentration de nos activités puis de notre développement est la plus forte. Donc, la conservation volontaire au Québec, Stéphane nous en a déjà quand même pas mal parlé, mais il y a plus de 70 organismes et fiducies de conservation comme Ambioterra à travers le Québec. Là. On protège plus de 75 000 hectares légalement à travers ces organismes-là, donc à travers la détention des propriétés, des servitudes de conservation et quelques autres mesures annexes. Et je pense que c'était Martine qui demandait qui faisait ça dans le coin de Québec. Il y a Capital Nature qui est basé à Québec, qui fait ce travail-là, et qui sera un peu l'équivalent d'Ambioterra pour la région Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, fait que c'est eux. Puis toutes ces informations-là, on peut les trouver sur un site qui s'appelle lerépertoire.org et qui compile toutes les informations sur les sites protégés en terre privée. Donc là, je vous ai mis en fait une capture d'écran du site là, qui est notre site internet. Puis dessus, donc vous avez un onglet qui s'appelle Trouver un organisme de conservation, là, que vous voyez avec une petite flèche, qui vous permet d'aller sur une carte où on verra le territoire des organismes de conservation. Et donc en cliquant, en fait, vous trouverez qui est actif sur un territoire et vous pourrez le contacter pour pour avoir des nouvelles ou travailler avec pour protéger, essayer de protéger, parce que c'est pas toujours qu'on y arrive, mais essayer de mettre en place des milieux protégés sur votre territoire. Un autre onglet aussi qui est nouveau cette année, c'est l'onglet statistique, puis donc c'est un site qu'on a mis à jour dans le cadre de la COP 15 là, pour essayer de le rendre le plus disponible possible. Puis une des volontés qu'on a avec ce site-là, c'est vraiment de faire connaître les données, de faire connaître le travail des organismes de conservation, et que les municipalités, les MRC et toute personne qui travaille dans l'aménagement du territoire aient envie d'utiliser ces données dans l'aménagement pour notamment mieux comprendre et assurer la protection de la connectivité écologique. Là, on est beaucoup dans la défense de la connectivité écologique à cause notamment des changements climatiques, là, permettre aux espèces de migrer et de s'adapter. Et donc, avec l'onglet statistique, en fait, maintenant, vous pouvez zoomer, donc vous pouvez voir la superficie des sites protégés, soit par MRC, soit par municipalité, pour savoir où on en est sur votre territoire, avec votre municipalité, votre localité. Donc, vous pouvez faire défiler les différentes statistiques avec les petites flèches ici. Puis, zoomer sur la carte pour vraiment arriver sur le territoire qui vous intéresse. Puis, une fois que vous avez les informations qui vous intéressent, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui est ici est représentée avec le numéro 3 pour télécharger la donnée tout simplement, puis avoir accès à ces statistiques. Le répertoire est mis à jour à peu près une fois par mois quand on reçoit des nouveaux sites. Là, on a à peu près 60-70 acquisitions par semaine. Puis, ce qui est important de souligner aussi, alors je ne sais pas comment c'est Stéphane dans votre coin, là, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est 60% des propriétés qui appartiennent à des organismes de conservation. On a 32% des sites protégés qui appartiennent à des organismes, à des municipalités. Avant, c'était très, très compliqué d'embarquer les municipalités dans la conservation. Maintenant, celles-ci, elles sont vraiment beaucoup plus ouvertes et proactives dans la conservation. On a beaucoup d'exemples. Si je prends par exemple dans le coin de Mont-Saint-Hilaire, la ville de Mont-Saint-Hilaire et l'organisme de conservation qui s'appelle Connexion Nature acquièrent des terrains ensemble pour les protéger, fait que la ville contribue à l'achat. Un autre exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est le parc du Mont-Loup-Garou dans les Laurentides. Là, la ville a carrément été acheter tout le parc du Mont-Loup-Garou pour le protéger du développement, parce qu'il y avait beaucoup de pression pour la végétature, fait qu'elle voulait s'assurer que ce terrain-là soit jamais développé, fait qu'elle a été acquérir le terrain. Par contre, le problème d'une municipalité, c'est que si elle acquiert des terrains, ça va lui coûter cher. Elle a même utilisé l'expropriation à ce moment-là. Et donc, elle a payé plusieurs millions pour acquérir le lot central parce que le propriétaire voulait pas vendre. Et en faisant ça, en fait, c'est bien, mais elle dépense beaucoup d'argent. Puis si le conseil municipal change, si la priorité du futur conseil municipal change, ils peuvent revendre les terrains, ils peuvent faire du développement, ils peuvent faire autre chose. On investit beaucoup d'argent sans avoir d'assurance dans la pérennité du résultat. Puis les outils municipaux permettent pas d'engager à vraiment long terme les choses, puisque le mandat d'un conseil municipal,
C'est 5 ans. Ouais, c'est 4 ou 5 ans, j'ai un doute. C'est 4 à 5 ans. Fait que on leur donne des outils, mais on peut pas c'est difficile de leur offrir des outils qui vont assurer des choses à long terme, alors que c'est pas leur mandat. Donc, ce qui s'est fait dans ce cas-là, c'est qu'il y a une petite partie qui a été cédée à un organisme de conservation, puis qu'ils ont mis en place une servitude de conservation pour permettre de protéger à perpétuité. Fait que la ville a protégé, je pense, c'est 500 hectares. Et il y a une petite propriété au pied de la montagne là, qui appartient à un organisme de conservation qui est géré uniquement par des bénévoles, qui permet d'assurer la protection à perpétuité du terrain municipal. Fait que c'est vraiment un modèle qu'on veut mettre de l'avant, là, d'engager les municipalités et puis de travailler avec les organismes. Et c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus, fait qu'on voit vraiment beaucoup de développement et de belles choses qu'on voit en tout cas pour le futur, là, l'engagement des municipalités. Ce qu'on peut voir aussi à travers ce graphique, c'est les données qu'on arrive à capturer avec le répertoire. C'est que la conservation volontaire, le tout premier site, c'était dans les années c'était en 1927. En fait, c'est les îles Razades dans le Bas-Saint-Laurent, pas très loin de chez Marie-Audrey, je pense. Et par contre, ça a été très, très sporadique jusque dans les années 80, où on voit que ça a commencé à se développer dans les années 80. Ça s'est beaucoup fait en Estrie, puis j'allais dire en Montérégie, mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment l'Estrie qui possède tous ces organismes-là. Et on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'acquisitions de sites, donc les colonnes vertes à chaque année, avec des grandes fluctuations. Les fluctuations, elles correspondent juste au financement en fait, qui était disponible par le gouvernement provincial et fédéral pour aider ces organismes bénévoles à acquérir des terrains. Puis là, on voit que dans le début des années 2000, en fait, il y a eu comme une espèce de prise de conscience de l'importance de protéger les terres privées, puis ça a commencé à croître, puis on espère que ça va croître. Notre objectif, nous, c'est d'avoir le double de superficie protégée en terres privées d'ici 2030. Donc, comme on l'a dit, là, c'est 8% du territoire. On n'ira pas contribuer énormément aux 30%, mais 30%, c'est juste une cible d'un cadre mondial qui a été adopté pendant la COP15, qui est pour renverser la perte de biodiversité. Et comme en terre privée, c'est là où on retrouve le plus d'espèces menacées, ça va être indispensable de venir protéger les terres privées aussi et de ne pas se contenter de créer des grandes aires protégées dans le nord ou dans les terres publiques où les menaces sur la biodiversité finalement sont beaucoup moins grandes. Fait que c'était pas mal ça, c'est ça que je voulais vous montrer, puis que c'est encourageant qu'il y a vraiment de plus en plus de monde d'engouement qui travaille là-dessus, et qu'on est quand même en bonne voie pour ça. Et finalement, si vous voulez en apprendre davantage, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très très court, on a notre assemblée générale qui va être le 1er juin de 16h à 17h au Cœur des Sciences, à l'UQAM si vous êtes dans la région de Montréal. Et elle sera suivie, en fait, surtout dans le cadre de notre entente, d'une conférence par Louise Gratton et Catherine Turgeon. Donc, Louise Gratton, c'est la Madame Conservation au Québec. Là, c'est un puits de science et d'expérience là, qui se fait très, très, très longtemps qu'à l'œuvre à la conservation des milieux naturels. Puis elles présenteront une présentation qui s'appelle Terre protégée pour la vie de 18h à 19h. Les personnes qui assistent à notre AGA pourront y assister gratuitement. Et elle va présenter un peu qui sont les portraits qui s'engagent en conservation volontaire, pourquoi la réforme de la conservation est nécessaire, comment on fait pour faciliter la protection des terres privées et comment faire en fait pour tous travailler plus ensemble là-dedans. C'est quelque chose que je vous invite à assister si vous voulez. Sinon, je sais que ces conférences sont rediffusées par le Cœur des Sciences par la suite. Fait que c'est cela. Je vous invite à vous joindre à nous si vous avez un intérêt pour ça. Puis, si vous voulez en savoir plus sur le répertoire, vous avez simplement à taper lerépertoire.org dans votre navigateur, puis vous pourrez aller naviguer dessus. Puis vous pouvez nous écrire si vous voulez accéder aux données ou avoir quelconque information, ça nous fera plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Puis s'il y a d'autres questions, que ce soit sur ce que je viens de dire ou sur ce que Stéphane a présenté un peu plus tôt, ça nous fera plaisir d'y répondre aussi. Martine, oui, on y revient. Je pense que tu peux rouvrir ton micro. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, merci pour la présentation. C'est ça, nous autres, on a rencontré les gens de Capital Nature pour dire au départ qu'on avait 4 propriétaires privés qui ont signé des déclarations d'intention. Mais à ce moment-là, on avait communiqué avec l'Association forestière des Deux-Rives, puis on n'a pas eu de suivi avec les autres. C'est passé un certain temps. C'est là 4 ans qu'on avait communiqué avec l'Association forestière des Deux-Rives. Puis là, Capital Nature, lorsqu'on les a contactés, ils ne pouvaient pas faire émettre des reçus. Oui.
c'était ça aussi. Alors, on est un peu comme coincé, puis avec le temps, mais c'est sûr que nos propriétaires se désenchantent parce que là, il n'y a comme pas de suivi. Je ne sais pas, à part à l'Association forestière des Deux-Rives puis Capital Nature, y a-t-il d'autres possibilités parce que nous autres, la forêt, la majorité des. Il y a une partie de la forêt qui c'est majoritairement des terrains privés, puis il y a même des promoteurs qui sont là, qui ont acheté la majorité des terrains. Alors, ça presse, si on veut. Il y a quatre propriétaires qui vont bloquer le projet domiciliaire parce que c'est comme au centre. C'est comme au centre du futur projet de développement. Alors, ça serait important là, d'avoir des organismes de conservation qui puissent nous appuyer. Ben, le problème avec la conservation, c'est que ça prend de l'argent public pour acheter les terrains, fait qu'on est dépendant des subventions, il faut présenter le projet, il faut attendre la réponse, il faut obtenir la subvention, faire la gestion de compte, fait qu'on est dépendant des calendriers comme ça. De mémoire, il me semble que Capital Nature, ils ont obtenu leur statut de bienfaisance et qu'ils peuvent émettre des reçus désormais. Fait que ça vaudrait la peine de les recontacter, mais c'est ça, c'est qu'il faut. Ce qui est important aussi, peut-être pour revenir avec la façon d'approcher les propriétaires comme ça, c'est d'être franc dès le départ que c'est compliqué, que c'est un travail de passionné, là, que c'est des gens qui dédient leur vie. Là, les gens comme Stéphane ou comme les gens de Capital Nature, c'est des gens qui se dédient à la conservation des milieux naturels. Et c'est très long parfois de faire avancer les dossiers, c'est très frustrant pour nous qui travaillons là-dedans. Et il faut réussir à prévenir le propriétaire sans le décourager dès le début pour éviter justement qu'il y ait de la frustration puis du désenchantement qui arrive. Parce que quand on leur dit oui, on va protéger votre territoire puis que ça avance pas, c'est un peu plus problématique, mais ça vaudrait la peine peut-être de les recontacter. Puis je vois qu'il y a Sophie qui a levé la main. Puis je pense que Sophie, l'association forestière des Deux-Rives, il y a peut-être moyen d'avoir un complément de réponse. Fait que Sophie, si tu veux y aller. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais juste préciser dans le fond, l'Association forestière des Deux-Rives, on ne peut pas faire d'acquisition de terre parce qu'on n'est pas un organisme de conservation légalement parlant. Nous, on fait seulement de la conservation volontaire. Puis pour ce qui est de Capital Nature, je sais qu'ils ont récemment engagé une nouvelle employée. Donc là, les projets risquent plus de démarrer prochainement. Fait que ça serait vraiment important de les contacter. Puis je pense que là, ça pourrait aller plus rapidement. Mm-hmm. Merci. Oui, puis pour avoir échangé avec eux récemment aussi, ils me parlaient d'un projet qui appliquait plusieurs propriétaires. Je peux pas vous dire où c'est là, par exemple, mais ils me parlaient de plusieurs propriétaires à Québec dans un projet de conservation. Fait que c'est peut-être celui-là là, pour lesquels ils allaient chercher des subventions pour avancer. Fait que ça vaudrait la peine d'aller retoquer à leurs potes là, pour leur demander où ça en est. En terminant, c'est quoi une servitude de conservation? Je peux répondre si tu veux, Brice. Vas-y, si tu es capable de faire ça en. Oui, ça sera pas donne long. 30 mots. En fait, c'est très court. C'est, vous savez, quand Hydro-Québec fait passer des poteaux d'hydro chez vous, sur l'acte notarié, ça va être écrit servitude en faveur d'Hydro-Québec pour transport d'énergie. Ça va être écrit ça sur l'acte notarié, mais c'est le même principe. C'est une servitude qui est en faveur, dans notre cas, on va en avoir 2 bientôt. Ça va être en faveur d'Ambioterra, fait qu'on devient gestionnaire de ces servitudes-là. Puis, quand le terrain va être vendu, la servitude va être vendue avec le terrain. Ça veut dire que puis la servitude vient paramétrer ce qui peut être fait sur ce terrain-là, c'est-à-dire vient protéger ce terrain-là. Ben, merci beaucoup à vous deux. Très intéressant. Plaisir. Parfait. Fait que, il est déjà 8 heures. C'est que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a tous des occupations qui nous attendent. Fait que je vous proposerais de mettre fin à ça. Puis j'ai quand même noté l'adresse des personnes. Là, je ferai un suivi avec Stéphane si jamais il y a des problèmes pour le site web. On pourra vous envoyer les cahiers du propriétaire. Ouais, je vais m'assurer que le cahier modèle est mis sur le site là, dans les prochains jours. Parfait.
Fait que merci beaucoup à tous, puis je vous souhaite une excellente soirée. Ben, merci, Brice. Plaisir. Merci. Merci. Bye. Merci. Bye.